C'est une des thèses que j'ai dirigées il y a 2 ans. Un cadre de Swissport. Vous avez vu les services au sol dans les aéroports, vous avez sûrement vu ça, les petits véhicules qui se promènent, qui déplacent nos bagages et ainsi de suite. Donc Swissport, donc une entreprise. Dans cette industrie, la croissance se fait par acquisition-fusion. Parce qu'il y en avait un peu partout, donc on acquiert et ainsi de suite. Donc un cadre de l'équipe d'acquisition-fusion qui se demande la question, quel est le modèle optimal des capacités qu'on doit mettre en œuvre pour réussir efficacement les acquisitions-fusions. Donc, j'ai posé comme exigence, pour qu'on puisse le faire dans un practice base, j'ai dit, on va aller voir le patron de l'entreprise, on va dire, êtes-vous intéressé à participer à cette recherche qui va être absolument bénéfique pour vous, pour l'avancement de votre pratique. Et donc, on va faire de la recherche sur une base scientifique là-dessus, en prenant ce terrain. Et on aimerait constituer un panel de validation, comme un jury de pratique, pour pouvoir valider le parcours de la recherche et pour pouvoir, en bout de piste, valider les résultats de la recherche scientifique qu'on va avoir fait là-dessus. Parce qu'on avait comme préoccupation qu'il fallait qu'on puisse sanctionner cette connaissance par un test d'efficacité dans la pratique. Et donc, on a fait un projet pilote pour voir si ça fonctionne. Et donc, on a déployé ce processus. Et le résultat final, donc l'effet de cette thèse, a été la génération d'un mandat de dire « changeons nos pratiques ». Donc, la connaissance du docteur de pratique s'est faite dans situation de pratique, dans ce contexte particulier, soumise à des règles scientifiques, donc de calibre doctoral, de contribution scientifique. Elle a été soumise à l'examen d'un corps scientifique d'académiciens et à l'examen d'un corps agréé de pratique pour pouvoir en faire une démonstration suffisante d'efficacité. Et donc, initialement, toute recherche doit progresser. Et donc là, on a bouclé le cycle de validation. Donc, vous comprenez que si on a des communautés de pratique, et qu'on produit de la connaissance pour les communautés de pratique, on va avoir aussi des communautés de pratique, de docteurs de pratique qui vont se valider entre eux, comme on a eu des communautés de théoriciens qui se sont validés entre elles. Nécessairement en gestion, je passe là-dessus, puis on va terminer avec une dernière préoccupation. Il faut qu'on ait à l'esprit que la gestion, il n'y a pas juste la science de la gestion. Donc, il y a la pratique de la gestion, qui est une connaissance aussi, et qui est une connaissance d'un type particulier, qui a son registre de vérité, comme on disait, centré sur l'efficacité. Mais il y a aussi toute une série de connaissances qui concernent la gestion, que d'autres produisent sur la gestion, que j'appellerais les humanités de la gestion, qui sont faites par les anthropologues qui étudient ce qui se passe, des ethnologues qui sont à l'intérieur, les gens en littérature étudient qu'est-ce qui se passe en gestion, il se fait des produits. Et la même chose en termes dans le domaine de l'art. On a un courant qui s'intéresse à la question de l'art, mais particulièrement les gens en design. Si vous allez chez les gens en design, les gens qui font métier de ça et qui font métier d'avancer les connaissances là-dedans, ils disent, ben oui, dans le champ du design, oui, on fait des produits, mais on fait des organisations. Donc, les gestionnaires sont aussi des designers en bonne et due forme. Et donc, les sciences du design, quand on disait conception, expérimentation et ainsi de suite, et donc, ça couvre ça aussi. Et donc, la gestion couvre tous ces registres de connaissances, on va les confluer, et non pas juste la théorisation. Et donc, je vais conclure avec ça, c'est-à-dire, donc moi, conclusion, si je suis un docteur de pratique en gestion, avec cette préoccupation large de la concrétisation de tous ce métaprocessus qui regroupe toute une série de sous-processus qui permettent de concrétiser les choses et l'avancement du monde, l'humanité se concrétise ce faisant. Donc, une série de positions que je peux occuper, de rôles que je peux jouer dans la société. Créateur de connaissances, on l'a évoqué. Conception de projets de connaissances,
conception de projets de recherche, production de ces résultats, production de ces connaissances, production de ces résultats, producteurs dans un centre de recherche. Un exemple évident là, dans le domaine de la gestion, une des grandes organisations de la consultance dans le domaine de la stratégie, McKinsey. Grosse organisation, énorme, et ainsi de suite. Donc, il comprend que ils ont des méthodes, les académiques sont un peu trop distants, et donc il faudrait qu'ils aient leur propre boîte de R&D, leur propre boîte de recherche pour pouvoir produire de la connaissance, pour pouvoir à la fois irriguer leur propre pratique à eux, puis en même temps introduire de la nouvelle connaissance, produire de la nouvelle connaissance pour leurs clients. Et donc, ils ont créé le McKinsey Global Institute, une énorme organisation là, imposante de R&D littéralement en gestion. On dirait recherche appliquée ou carrément recherche ancrée dans la pratique sur les fins de la stratégie. Donc, c'est carrément un centre de production de connaissances et nécessairement qui ne prend que du doctorat pour produire. Une des positions qui me concerne aussi, la mise en expérimentation de quelque chose qui aurait été développé antérieurement. On fait un prototype, on fait des pilotes, et donc, ce qu'on a fait, exemple, sur les acquisitions fusion là, dans cette entreprise, on a fait un projet expérimental pour pouvoir expérimenter, un peu comme on fait des essais cliniques sur un médicament, faire de l'expérimentation. La traduction, translation en anglais, là, donc, des autres métiers sont en avance sur nous, particulièrement dans le domaine de la médecine, c'est qu'on va prendre des résultats de la recherche scientifique et on va les reformuler sur une base en respectant les règles de la science, mais pour qu'ils soient consommés dans les milieux de pratique. On va la transposer, c'est pour ça qu'on dit translation, mais au sens de traduction, la reformuler dans un langage et dans une communication. Et donc, je me vois très bien, docteur de pratique, non pas essayer de placer un papier, de faire publier mes recherches dans une revue d'académiciens qui peut-être ne sauront pas de quoi je parle, mais plutôt dans des revues soit professionnelles ou des revues ou dans un article de vulgarisation, c'est-à-dire à l'intérieur d'une revue scientifique, d'une revue professionnelle, d'une association professionnelle, je peux publier un papier qui est de caractère scientifique. Et ils peuvent annoncer le discours, publier le discours du président lors du congrès annuel, mais ils peuvent aussi publier une recherche qui va être traduite en langage. Je peux aussi assumer les positions de transfert, les consultants par excellence, consultants internes, consultants externes. Et je peux aussi avoir un rôle où, au-delà de mes fonctions, on va me dégager. C'est ce que mon gars, le gars qui avait fait le type qui avait fait sa thèse, dont je parlais tout à l'heure, a eu le mandat de l'incorporer, implante-le. Donc, incorporer, changer la pratique en bonne et due forme. Donc, incorporer de la connaissance à l'intérieur d'une pratique. Nécessairement, tout champ scientifique, tout champ de connaissance a besoin de direction. Il y a des associations, il y a des cas qui vont permettre de l'encadrer, des communautés et ainsi de suite. Donc là, nous, dans le cas des docteurs de pratique en gestion, c'est nouveau, ça va émerger, mais plaçons-nous un peu dans le futur, dans une 15-20 ans, les choses vont se constituer. Il y a déjà des discussions qui se font actuellement pour peut-être créer avec ce qu'a généré BSI et d'autres programmes de déliés, peut-être créer une association professionnelle de docteurs de pratique. Et donc, diriger ça, c'est un rôle aussi qui demande un docteur de pratique. Et comme le chef des services médicaux dans un hôpital, on demande que ce soit un médecin avec un doctorat de recherche en plus, donc le chief, le médecin-chef, donc il assume une direction d'une institution en moyenne forme. Donc la régulation, les organisations et une fonction très très importante qui se développe maintenant, qui est l'évaluation des connaissances dont on dispose. Les scientifiques génèrent de la connaissance et on reprend cette connaissance pour savoir en quoi elle contribue à l'efficacité. Et donc, il y a une production scientifique de consolidation qui se fait maintenant là-dessus. Je vais cet après-midi faire un atelier, là, à chaque fois que je viens, là, je fais un atelier là-dessus, sur
ce nouveau courant là, qui est à l'intérieur de la gestion, qui existe depuis une quinzaine d'années, sur le evidence-based management. Donc, on fait une recherche, donc, comme quelqu'un va faire une thèse, en prenant les recherches sur tout un domaine, exemple, sur un exemple que je vais utiliser cet après-midi, l'outsourcing. Tout ce qu'on a développé comme connaissance là-dessus, et on va l'évaluer. On va carrément en faire une évaluation pour savoir en quoi telle connaissance documente l'efficacité, pour pouvoir faire un peu de ménage là-dessus. Un peu comme, parce que dans les professions qui nous ont devancés, telles que la médecine, ils ont développé des connaissances à une ampleur colossale par rapport à ce que nous, on développe dans le domaine de la gestion. Et donc là, il y a des centres de recherche spécialisés qui ne font que ça, de faire des chercheurs qui ne font que de la consolidation de connaissances pour la mettre en évaluation en regard de l'efficacité dans la pratique de cette connaissance. Donc, on pourrait très bien faire une thèse là-dessus. Et finalement, donc, dans les nécessairement la fonction sociale, de communiquer cette connaissance, il faut la communiquer à la société. Donc, il faut publier, faire des conférences, même produire un scientifique a toute la responsabilité aussi de publier pour rendre la connaissance disponible à la société. On appelait ça vulgariser, comme si s'adresser aux vulgaires. Les scientifiques se sont isolés parce qu'ils disaient qu'eux produisaient et que les autres avaient juste à lire les trucs et puis l'appliquer. C'est plus le modèle dominant actuellement. Donc là, on s'en va vers quelque chose où il y a une communication sociale, il y a un engagement social. Et donc, le docteur de pratique communique ses résultats. Il communique à ses pairs, il communique verticalement 360 degrés et s'implique dans la reproduction des connaissances, formation, réplication des connaissances en bonne et due forme. Et donc, ce qui fait un peu l'inventaire des différentes positions dans lesquelles je pourrais concrétiser le mandat qui me serait spécifique comme docteur de pratique. D'ici une année, normalement, là, je devrais avoir mis ça dans un ouvrage, et plus nécessairement, là, et on aura l'occasion peut-être d'en discuter plus en profondeur lors de l'apparition de l'ouvrage. Si vous avez quelques questions, moi, s'il nous reste un peu de temps, on pourrait. Allons-y. Merci, professeur. Moi, j'ai deux questions. La première est liée à la validité externe de la publication que fait le docteur. La deuxième, c'est lié à sa légitimité. Vous pouvez écrire des choses qui peuvent être contestées. Alors, qu'est-ce qui fait que le docteur de pratique est reconnu par ses pairs entre guillemets, parce que souvent, c'est des ordres. Comme les avocats, comme les médecins, ils ont des ordres. Alors, le docteur en session, est-ce qu'on peut aller jusqu'à un ordre où on reconnaîtrait les docteurs qui ont plus ou moins validé? Oui. Moi, j'ai travaillé sur les pratiques. Mon ouvrage est là. Je travaille sur les pratiques de gestion des ressources humaines. J'ai écrit par rapport à un vécu, ce que je sens et que j'ai fait depuis quelques années. Mais ce que je théorise peut ne pas être accepté par les autres. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai vu. Oui. Et donc certainement pas peut-être par la communauté des académiciens, qui souvent, rien contre eux, n'ont pas accès au terrain. Mais nous, en tant que consultants, nous avons un regard qui est autre, lié à notre vécu. Bon, pour ne pas être long, je me... Oui, mais ça soulève toute une série, parce que dans la pratique, là, quand on le vit, et c'est intéressant votre témoignage parce que vous le vivez, donc vous avez vécu le processus, vous avez vécu le processus de la communication de ça. On a créé cette série pour les doctorants là, dans notre collection, particulièrement pour ça. Et donc là, on a un beau cas concret. Là. Comment est-ce que je m'incarne pour pouvoir le faire? Qu'est-ce qui survient? Comment je vais me conforter, au sens de devenir confortable, là, mais quand même, je vais m'établir dans la pratique du
docteur de connaissances dédié à la pratique. Et comme je le disais tout à l'heure, on est à l'émergence de quelque chose. Placez-vous à l'époque où on avait très peu dans les business schools des docteurs, des gens qui avaient des doctorats. Parce que les gens enseignaient la comptabilité, enseignaient les ressources humaines et ainsi de suite. Ils avaient fait une maîtrise, d'ailleurs, c'était suffisant. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait mon baccalauréat, c'était en Amérique du Nord, et donc là, il y avait tous les profs que nous avions, là, fin des années 60, là, ils étaient tous des frais émoulus. Ils avaient été allés faire aux États-Unis, en Europe ou quoi que ce soit, mais beaucoup aux États-Unis, des doctorats. Parce que là, les universités avaient dit, ça nous prend des docteurs suite aux commissions, les 2 commissions internationales qui avaient été créées, qui disaient la pratique des écoles de gestion devrait être basée sur la science et les docteurs, et ainsi de suite. Donc là, nous, on est un peu au début de ça. On n'en voit pas tant que ça, mais vous êtes la fine fleur de cette prétention, de cette intention de contribuer à la société, et vous l'avez fait royalement en faisant cet ouvrage. Donc, je salue tout le courage et la vertu que vous avez eu de vouloir le faire, parce qu'on encourage fortement que ce soit le publié pour livre. On peut très bien faire une thèse qui va être une série d'articles, 2 ou 3 articles. Il y a toutes sortes de formes maintenant dans les études qu'on fait sur la doctorabilité, là, y compris la forme du doctorat, comment est-ce que la thèse va prendre forme, tout ça c'est en évolution. Donc, qu'elle soit discutée, définitivement, la science fonctionne sur la justification collective. C'est-à-dire que moi, je lègue quelque chose. Dans votre ouvrage, vous alléguez quelque chose basé sur des recherches que vous avez faites, et vous le soumettez à la discussion collective. Quand on a inventé les universités, il appelait ça la disputio. Il organisait des débats, puis vous deviez soutenir, à l'épreuve des contre-arguments, ce que vous alléguez. C'est l'exercice de la soutenance de thèse, parce que la thèse, quand vous la soutenez, elle a été évaluée, et il y a des gens qui sont passés dessus et qui ont dit c'est une thèse. Sinon, ils diraient non, on accepte. Donc là, après, l'étape suivante, c'est votre capacité, votre compétence de soutenir ce que vous avancez. Et en plus, dans le jury, il y en a qui sont carrément mandatés pour contre-attaquer, pour tester la robustesse de votre capacité à soutenir ce que vous alléguez. Et donc, on s'attend aussi que la courbe d'apprentissage de nos interlocuteurs soit pas un bâton géré par un bâton magique. Donc, j'avance une nouvelle idée, et puis il peut y avoir une courbe d'apprentissage dans la société pour qu'elle soit reconnue. Et c'est pas parce que vous allez avoir publié un papier, combien de fois je l'ai répété à des académiques purs, là, c'est pas parce que tu as fait une belle recherche pendant 3 ans et ainsi de suite, tu publies ça, que tout le monde va se mettre à courir après toi, là, parce que ils vont chercher cette nouvelle divine vérité. Là. Souvent, les gens ne sont même pas au courant. Donc, ça veut dire qu'il faut communiquer beaucoup. Il faut la réexpliquer sur différentes façons, parce que c'est tout le temps, oui, mais c'est plus compliqué que, donc ça s'adapte et ainsi de suite. Mais si on a une méthode, un processus, une nouvelle pratique, les nouveaux critères de performance, d'efficacité qu'on allègue ou quoi que ce soit, et donc, il faut la rendre accessible pour que les autres puissent en prendre acte et qu'on puisse la soumettre à la discussion. Et c'est pour ça que des ouvrages importants, des contributions savantes, ils vont aller à la 2e édition, pas réimpression, mais 2e édition, parce que là, l'auteur va avoir rencontré tellement de gens qui vont dire « Oui, c'est intéressant ton affaire, mais... » Bon, parfait, je prends note. « Oui, mais... » Et ainsi de suite. Exemple, l'ouvrage que je suis à préparer là-dessus pour la communauté de tout ce monde qui s'intéresse au docteur de pratique sera publié en français. J'ai déjà localisé 10 je dirais, sommités importantes, là, sur lesquelles je vais carrément demander de soulever tous les problèmes qui seraient à améliorer à l'intérieur de ça. Et il va être soumis à la discussion, publié, et ainsi de suite. Et j'envisage après ça une édition en anglais qui sera remaniée suite à ça. Donc, quand vous faites une contribution, elle est évolutive. C'est ça le message. De 2. Elle va se valider par sa mise en pratique. Elle va devenir réelle. Cette connaissance que vous allez avoir générée, on pourra dire que vous avez atteint votre but
quand elle a eu un effet sur la pratique. Et donc, soit par vous, ou soit par quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et elle aura eu comme incidence d'entamer un dialogue, de générer un dialogue, un échange entre vous, ou entre vous et d'autres qui vont adhérer à cette nouvelle connaissance, avec la communauté de pratique.